Je m'appelle Shelby Bennett. J'ai 30 ans. Tu ne vaux plus la peine, tout simplement, a dit mon père, debout dans le couloir les bras croisés, pendant que ma sœur, derrière lui, mesurait la fenêtre de ma chambre pour de nouveaux rideaux. J'avais 18 ans. C'était le 14 novembre, il faisait -3 degrés Celsius dehors. J'avais $42 en poche, une Honda Civic de 2003 avec un chauffage défaillant, et personne à appeler. J'ai dormi dans cette voiture pendant 3 nuits d'affilée. Pas une seule fois mon téléphone n'a sonné. Ni ma mère, ni ma sœur, pas une seule âme de la famille qui m'a élevé. 12 ans plus tard, mon père m'a retrouvé en ligne. Il a envoyé un message, s'attendant à des retrouvailles chaleureuses. Ce qu'il a reçu en retour, c'est une réponse qui l'a fait s'asseoir dans son camion, et pleurer sans interruption pendant 1 heure. Mais ce qui l'a brisé, ce n'était pas ma colère. C'était la seule pièce à conviction que j'avais jointe. Quelque chose que sa fille préférée n'aurait jamais cru que je trouverais. Je vais en venir à cette réponse. Mais d'abord, vous devez comprendre quel genre de famille laisse une fille dormir dans une voiture glaciale, et ne vérifie jamais, pas une seule fois, si elle est en vie. Avant de continuer, si cette histoire résonne en vous, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous y connectez vraiment. J'aimerais savoir d'où vous regardez en ce moment et quelle heure il est. Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'automne 2013, la nuit où tout s'est effondré. Mon père, Gerald Bennett, a été un marine des États-Unis pendant 14 ans. Il dirigeait notre maison comme il dirigeait son unité, extinction des feux à 22 heures, corvée affichée sur un tableau au réfrigérateur, et absolument aucune contestation. Si vous n'étiez pas d'accord avec lui, vous étiez insubordonné. Si vous éleviez la voix, vous manquiez de respect. Et si vous faisiez les deux, que Dieu vous vienne en aide. Ma mère, Patricia, était tout le contraire, une voix douce, gentille, le genre de femme qui préparait des biscuits pour les funérailles d'un voisin, mais qui ne pouvait pas regarder son mari dans les yeux quand il était en colère. Elle nous aimait. Je n'en ai jamais douté. Mais l'amour sans courage, c'est juste regarder sans rien faire. Puis il y avait Jocelyn, ma sœur aînée, 20 ans, l'enfant modèle. Elle avait un don, non pas pour l'art, ni pour l'école, mais pour savoir exactement ce que mon père voulait entendre, et le lui dire avec un sourire. Oui, mon père. Tu as raison, papa. Je m'en occupe. Elle maîtrisait la langue de l'obéissance, et dans notre maison, l'obéissance était une monnaie d'échange. Moi, j'étais la grande gueule, la difficile, celle qui demandait « Pourquoi ?» quand tout le monde disait « Oui, mon père ». Je n'étais pas une mauvaise gamine. J'ai été au tableau d'honneur 2 fois. Je travaillais le week-end dans une sandwicherie. Mais je répondais, et dans la maison de Gerald Bennett, c'était un péché impardonnable. La nuit du 14 novembre a commencé par une odeur. Mon père a prétendu avoir senti quelque chose d'étrange venant de l'étage. Il a annoncé, il n'a pas demandé, il a annoncé qu'il allait inspecter nos 2 chambres. Je n'étais pas inquiète. Je n'avais rien à cacher. Il a commencé par ma chambre, a ouvert le tiroir supérieur de mon bureau, et c'était là, un petit sachet Ziploc avec quelque chose de vert à l'intérieur. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Il ne m'a pas posé de questions, ne m'a pas donné une chance de parler. Il a juste pointé le couloir et a dit « Fais tes affaires ». J'ai regardé par-dessus son épaule. Jocelyn se tenait au bout du couloir. Elle n'était pas surprise. Elle n'était pas contrariée. Elle a eu un petit sourire, rapide, puis s'est retournée et s'est éloignée. Je n'ai pas compris ce sourire. Pas à ce moment-là. Il me faudrait 10 ans pour apprendre ce qu'il signifiait. Je me suis tourné vers ma mère. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, un torchon tordu entre ses mains, les larmes coulant déjà. « Maman, s'il te plaît, ce n'est pas à moi. » Elle a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. La voix de mon père a tranché à travers le couloir. « Patricia, non. » Elle a fermé la bouche, a regardé le sol, et a dit les mots que je porterai toute ma vie, « Va-t'en, ma chérie. Laisse-le se calmer. Je lui parlerai. » Elle ne lui a jamais parlé. Ni cette nuit-là. Ni le lendemain. Pas une seule fois en 12 ans. Je suis monté. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine plier une chemise. J'ai pris ce que je pouvais.
des vêtements, mon portefeuille, mon chargeur de téléphone, une veste qui n'était pas assez chaude. Je n'avais pas de valise. J'ai utilisé un sac poubelle. Pendant que j'entassais des jeans dans le plastique noir, Jocelyn est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle tenait un mètre ruban. « Je suis tellement désolé que ça arrive, Shell, dit-elle. » Sa voix était douce, travaillée. Elle a même penché la tête, comme elle avait vu les gens le faire à la télévision, mais ses yeux balayaient déjà la pièce, la fenêtre, le placard, le coin où se trouvait mon lit. Elle mesurait déjà pour les rideaux, avant même que j'aie fini de faire mes bagages. J'ai traîné mon sac en bas des escaliers, à travers le salon, par la porte d'entrée. Mon père se tenait sur le porche, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé au-delà de moi, le jardin, l'obscurité, tout ce qui n'était pas sa fille de 18 ans partant avec un sac poubelle en novembre. En descendant du porche, j'ai entendu la voix de Jocelyn derrière moi, douce et sucrée, filtrant à travers la moustiquaire de la porte. J'ai essayé de te prévenir, papa. Elle est comme ça depuis des mois. Je me suis assise dans la Honda, j'ai tourné la clé. Le moteur a toussé pour démarrer. Le chauffage a cliqueté, puis a soufflé de l'air froid. Juste de l'air froid. Moins 3 degrés Celsius, $42. Et c'était tout. La première nuit, je me suis garé sur le parking du Walmart de la route 35. J'ai serré ma veste, j'ai drapé mon seul sweat à capuche de rechange sur mes jambes, et je suis resté assise là, le moteur éteint, car je ne pouvais pas me permettre de gaspiller de l'essence pour un chauffage qui ne fonctionnait pas. Le pare-brise a givré en moins d'1 heure. Je pouvais voir mon souffle. J'ai appuyé mon front contre le volant et je me suis dit que je trouverais une solution le matin. Je n'ai pas dormi, pas une seule minute. La deuxième nuit, je me suis déplacé sur le parking derrière la bibliothèque publique. Plus calme, plus sombre. J'ai pensé que personne ne m'y dérangerait. À 3 heures du matin, une lampe de poche a éclairé ma fenêtre. Un gardien de sécurité, un homme plus âgé, moustache grise, uniforme marron. Il a frappé doucement. « Ça va, mademoiselle ?»« Oui, monsieur. » Il m'a étudié un instant, a hoché la tête, et s'est éloigné. Cet homme, un inconnu dont je n'ai jamais appris le nom, a été la première personne en 48 heures à me demander si j'allais bien. Pas mon père, pas ma mère, pas ma sœur, un homme avec une lampe de poche et un badge à $10 de l'heure. La troisième nuit a été la pire. Mes doigts se sont engourdis vers 21 heures et ne sont jamais revenus à la normale. J'ai essayé d'appeler mon père. Le numéro avait été bloqué. J'ai appelé ma mère. Ça a sonné 6 fois. Pas de réponse. J'ai appelé Jocelyn. Directement sur la messagerie vocale. Je suis resté assise là, à regarder mon téléphone. 3 contacts, 3 silences. À 23 heures, j'ai appelé ma meilleure amie, Rachel Hollis. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Shelby, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrivais pas à sortir les mots. Ma mâchoire tremblait trop fort. Reste là où tu es, dit-elle. Maman arrive. 32 minutes plus tard, des phares ont balayé le parking de la bibliothèque. Diane Hollis est sortie de son monospace et a ouvert la portière de ma voiture. Elle m'a jeté un regard. Lèvres violettes, doigts blancs, tout mon corps tremblant, et son visage a changé. Elle était infirmière diplômée. Elle savait exactement ce qu'elle voyait. Un début d'hypothermie. 3 nuits de cela. Elle n'a pas dit, que s'est-il passé? Elle n'a pas dit, parlons-en. Elle a enroulé une couverture autour de moi, m'a aidé à m'asseoir sur son siège passager, et a dit la seule chose qui comptait, tu es en sécurité maintenant. C'est la seule chose qui compte ce soir. Je me suis réveillé le lendemain matin dans la chambre d'Amy des Hollis, sous une couette qui sentait l'adoucissant à la lavande. Pendant environ 4 secondes, je ne me suis souvenu de rien. Puis tout m'est revenu. Tout. Et j'ai fixé le plafond pendant que ma poitrine s'effondrait. L'odeur de flocons d'avoine m'a attiré en bas. Diane était au fourneau. Rachel était assise à la table de la cuisine, toujours en pyjama, les yeux rouges comme si elle avait veillé toute la nuit. Personne ne m'a pressé. Personne n'a posé de questions. Diane a juste posé un bol devant moi et s'est assise en face.
Puis elle a dit, tu mérites une place à une table où tu n'as pas à te battre pour avoir une assiette. C'est à ce moment-là, précisément. 11 mots d'une femme qui ne me devait rien. Et ils ont fait ce que 18 ans dans ma propre maison n'avaient jamais pu faire. Ils m'ont dit que j'avais le droit d'exister sans avoir à le mériter. J'ai pleuré à chaudes larmes, les sanglots incontrôlables. Rachel m'a tenu la main et ne l'a pas lâchée. Quand j'ai pu respirer à nouveau, Diane a exposé les conditions. Je pouvais rester sans payer de loyer, à 3 conditions, finir mon diplôme d'équivalence du secondaire, GED, avant le printemps, trouver un travail à temps partiel, et commencer à postuler pour un community college avant l'été. Pas d'exception, pas de charité, une structure, et un avenir. J'ai tout accepté. Le lundi suivant, j'ai commencé comme caissière chez CVS. 4 jours par semaine, le soir, j'étudiais. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas inspirant. C'était juste de la survie, une journée de 12 heures à la fois. 2 semaines après avoir quitté la maison, je me suis assise à la table de la cuisine des Hollis et j'ai écrit une lettre à mon père, à la main, sur 2 pages. Je lui ai dit que la drogue n'était pas à moi. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que je voulais juste rentrer à la maison. Je l'ai posté un mardi. Elle est revenue 4 jours plus tard. L'enveloppe était toujours scellée. Pas un seul pli, pas une seule empreinte sur le rabat. Sur le devant, de l'écriture de mon père, que je reconnaîtrais n'importe où, ces lettres capitales acérées, issues d'années de formulaire militaire, 2 mots, retour à l'expéditeur. Il ne l'a pas ouverte. Il ne voulait pas savoir ce que sa fille de 18 ans avait à dire. Il avait pris sa décision et l'avait renvoyée comme un vulgaire prospectus. J'ai mis cette enveloppe dans une boîte à chaussures sous mon lit. Je ne l'ai pas regardée à nouveau pendant très longtemps, mais je l'ai gardée. Pendant 12 ans, je l'ai gardée. Laissez-moi vous dire ce que ça coûte, réellement, d'être renié à 18 ans. Pas la partie émotionnelle, j'y viendrai, mais la partie pratique, en dollars et en centimes, la paperasse et les délais, dont personne ne parle. Mon père détenait le compte d'épargne sur lequel ma mère versait de l'argent depuis mes 12 ans. Argent d'anniversaire, salaire de job d'été, les 200 $ que grand-mère envoyait à chaque Noël. Ce n'était pas une fortune. Peut-être 2800 $, mais c'était à moi. Il ne me l'a jamais transféré. Je n'en ai jamais vu un centime. Il m'a retiré du régime d'assurance maladie familiale en 1 semaine. Je l'ai découvert en essayant de renouveler une ordonnance pour mon inhalateur, quand le pharmacien a dit que ma couverture avait été résiliée. Je me tenais à ce comptoir, dans mon gilet de CVS, dans le magasin où je travaillais, et j'ai payé 47 $ de ma poche pour un médicament que j'obtenais auparavant pour une quote-part de 5 $. Je n'ai pas pu demander d'aide financière fédérale pendant 3 semaines parce que je n'avais pas d'adresse permanente. Le temps que la maison de Diane soit considérée comme valable, j'avais manqué la date limite anticipée pour 2 programmes de bourse. Pendant ce temps, Jocelyn s'épanouissait. Mon père payait ses frais de scolarité dans une école d'art privée, la totalité, chaque semestre. Elle a transformé ma chambre en atelier. Nouveaux rideaux, nouvelles étagères, une table à dessin là où mon lit se trouvait. Gérald en a parlé sur Facebook. Tellement fier de mon artiste. 73 j'aime. Le compte de ma mère parmi eux. J'ai vu cette publication sur le téléphone de Rachel. Je l'ai regardée pendant environ 10 secondes. Mon ancienne chambre, repeinte, réorganisée, et légendée avec fierté par l'homme qui m'en avait chassé. Puis j'ai fermé l'application, j'ai commencé mon service, et je n'en ai plus jamais parlé. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Jocelyn était occupé à construire autre chose, une histoire. Elle a raconté à mes oncles, tantes, cousins et amis de la famille que je m'étais enfui avec un petit ami, que j'avais choisi la rue. Une version si propre et si simple que personne n'avait à se sentir coupable, personne n'avait à poser de questions, et personne ne l'a fait. Mon père était méticuleux. Je dois lui reconnaître ça. Au cours de la première année, il a raconté à chaque membre de notre famille élargie une version de l'histoire qui faisait de lui le patriarche qui souffrait en silence, et de moi, l'exemple à ne pas suivre. Selon Gérald Bennett, j'avais un problème de drogue. Ils avaient tout essayé. La discipline, la thérapie, l'amour. Rien n'avait fonctionné. J'avais choisi de partir. Fin de l'histoire. Ma tante Gladys, la sœur cadette de mon père,
celle qui me glissait un dessert supplémentaire aux barbecues familiaux, m'a appelé une fois, environ 3 mois après mon expulsion. Elle m'a demandé si j'allais bien, j'ai commencé à expliquer, et elle a dit, « Ma chérie, ton père nous a tout dit, tu n'as pas à faire semblant. » Je ne faisais pas semblant, mais elle avait déjà décidé ce qui était vrai. Ma mère n'a rien corrigé. Elle ne le pouvait pas. Gérald avait tracé la ligne. On ne lave pas notre linge sale en public. C'est réglé. Et Patricia Bennett ne franchissait jamais les lignes de Gérald Bennett, jamais. Jocelyn, cependant, Jocelyn était une artiste. Pas avec de la peinture, avec des récits. Elle a posté une photo ce Noël-là. Eux trois, en pulls rouges assortis, devant le sapin, le bras de Gérald autour de ses épaules. La légende disait, reconnaissante pour ma petite famille. 3 personnes, une photo de famille avec un trou dedans, et elle a présenté le trou comme une caractéristique. Megan Torres, une amie commune du lycée qui était restée en contact avec nous deux, m'a raconté quelque chose que Jocelyn avait dit à une fête cet hiver-là. De manière décontractée, presque joyeuse, comme si elle commentait la météo. Honnêtement, c'est mieux sans elle. La maison est si paisible maintenant. Quand Megan m'a dit ça, j'étais assise par terre dans ma chambre chez les Hollis, en train de réviser pour mon GED. J'ai posé le téléphone, j'ai fixé le mur, puis j'ai ouvert mon manuel et j'ai continué. Il n'y avait rien d'autre à faire. 6 mois après avoir été mise à la porte, j'ai failli abandonner. C'était un mercredi. Je venais de finir un double service. 8 heures chez CVS, puis 4 heures à débarrasser les tables dans un dîner sur la 5e rue. J'avais mal au dos, mes pieds étaient enflés. Je me suis assise dans la Honda, sur l'allée des Hollis, parce que je n'avais pas l'énergie de marcher jusqu'à l'intérieur, et une pensée m'a traversé l'esprit, si silencieusement, que j'ai presque cru que c'était ma propre voix, peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je suis le problème. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, assez longtemps pour que le pare-brise s'embue. Diane m'a trouvé à 2 heures du matin, pas dans la voiture. J'avais fini par me traîner à l'intérieur, mais dans la cuisine, assise par terre, le dos contre le placard, pleurant dans un torchon. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle ne m'a pas dit que ça irait. Elle a tiré une chaise, s'est assise en face de moi, et a attendu que je puisse la regarder. Puis elle a dit, « Si tu crois ce qu'il a dit de toi, il gagne. Et il ne mérite pas de gagner. » Elle n'a pas élevé la voix. Elle l'a dit comme elle disait tout, comme un fait, comme un diagnostic. Et quelque chose en moi a basculé. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire, juste un petit tournant, dur, comme une clé qui trouve sa serrure. La semaine suivante, j'ai soumis ma candidature au programme de soins infirmiers du Columbus State Community College. J'ai écrit la lettre de motivation d'une seule traite. Je n'ai pas mentionné ma famille. J'ai écrit une phrase qui m'a porté pendant les 4 années suivantes, « Je veux prendre soin des gens qui n'ont personne ». J'ai reçu la lettre d'acceptation un vendredi. Diane l'a collée sur son réfrigérateur avec un aimant en forme de tournesol. Rachel a pris une photo. Personne de la famille Bennett n'a appelé cette année-là, ni la suivante, ni la suivante, ni la suivante. En 4 ans, pas un seul mot de quiconque portait mon nom de famille. Et j'ai continué. L'école d'infirmière, c'était 4 ans de manque de sommeil et de trop de café. J'ai eu 2 emplois pendant tout ce temps, CVS et le dîner. Et j'étudiais partout. Aux arrêts de bus, dans les salles de pause, à la laverie automatique de Parsons Avenue. Pendant que mes blouses séchaient. Ma moyenne était de 3,8. J'ai été sur la liste du doyen 5 semestres de suite. Pas parce que j'étais plus intelligente que les autres, mais parce que j'avais quelque chose que la plupart des étudiants n'avaient pas, la terreur spécifique, viscérale, de devenir la personne que mon père disait que j'étais. Jour de remise des diplômes, mai 2017. 4 personnes étaient assises dans le public. Diane, Rachel, 2 collègues du dîner qui avaient couvert mon service pour que je puisse réviser pour les examens finaux. C'était tout. 4 personnes dans une mer de centaines, dans un stade rempli de parents tenant des fleurs, des ballons et des pancartes qui disaient « Nous sommes si fiers de vous ». Personne ne tenait de pancarte pour moi. Quand ils ont appelé mon nom, summa cum laude, j'ai traversé cette scène, j'ai serré la main du doyen et j'ai souri largement pour la caméra. Mais si vous regardiez la photo de près, je veux dire, de très près, vous le verriez.
Le sourire atteignait ma bouche, mais s'arrêtait juste avant mes yeux. J'ai posté une seule photo sur mon profil privé ce soir-là. Pas de longue légende, pas de liste de remerciements, juste 2 mots, infirmière. Enfin. Rachel, tu l'as fait, Shell. Moi, non, nous l'avons fait. Diane m'a serré si fort dans ses bras que j'ai entendu son dos craquer. Elle a murmuré à mon oreille, ta mère pleurerait si elle pouvait voir ça. Je me suis reculé, je l'ai regardé, et j'ai dit la chose la plus vraie que je savais, elle ne peut pas. C'est ça, le problème. Pendant que je traversais cette scène, Jocelyn vivait chez nos parents, ayant abandonné l'école d'art en 3e année. Mon père payait toujours ses factures. Personne dans la famille Bennett ne m'a mentionné. J'étais effacé, non pas avec colère, mais avec le silence, ce qui est pire. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ma mère avait vu la photo. Quelqu'un, je ne sais toujours pas qui, la lui avait envoyée. Et elle a pleuré, non pas de fierté, mais en réalisant que sa fille avait obtenu son diplôme et qu'elle n'avait pas été là. Et la distance entre ces deux faits était entièrement de sa faute. Des années plus tard, Megan m'a raconté toute l'histoire. Je vais la partager parce que c'est important. Non pas pour la sympathie, mais pour le contexte. À un moment donné après mon départ, ma mère s'est créé un faux compte Facebook, avec un nom générique, une photo de profil d'un coucher de soleil. Pas d'amis, pas de publication, pas d'activité. Son seul but était de suivre mon profil privé, qu'elle pouvait à peine voir à travers les failles de mes paramètres de confidentialité. Une photo de profil par-ci, un commentaire public par-là. Elle m'observait derrière un pseudonyme qui n'était pas le sien, dans une maison où même ce petit acte d'attention devait être caché à son mari. Patricia a écrit des messages, des dizaines, apparemment, pendant les vacances, à mon anniversaire, tard le soir quand Gérald dormait. Elle les tapait, les relisait, et les supprimait avant de les envoyer. À chaque fois, pendant des années. Elle n'en a jamais envoyé un seul. Je veux être clair sur quelque chose. Je comprends pourquoi elle avait peur. Gérald Bennett n'était pas un homme qui tolérait la dissidence. Et au moment où j'ai été mise à la porte, ma mère avait passé 25 ans à apprendre cette leçon. La peur est réelle. Je ne la minimise pas. Mais voici ce que je sais aussi, aimer quelqu'un à distance ne compte pas si vous avez choisi cette distance. Elle avait une voiture. Elle avait un téléphone. Elle aurait pu conduire jusqu'à la maison des Hollis n'importe quel mardi après-midi pendant que Gérald était au travail. Elle ne l'a pas fait. La peur l'a maintenue immobile. Et l'immobilité m'a maintenu seul. Il y a encore une chose. Jocelyn a découvert le faux compte. Megan me l'a dit aussi. Jocelyn ne l'a pas signalé à Gérald. Cela aurait été trop direct. Au lieu de cela, elle l'a utilisé comme un levier. Un levier silencieux, chirurgical. Je sais ce que tu fais en ligne, maman. Ne me force pas à le dire à papa. C'était Jocelyn. Tenant toujours la laisse. Elle n'a jamais eu besoin de tirer, car la menace était suffisante. Ma mère est restée silencieuse. Ma sœur a gardé le contrôle. Et les années ont continué de passer. Après mon diplôme, j'ai accepté un poste à l'hôpital Riverside méthodiste de Columbus, service des urgences. Des gardes de 12 heures, le chaos, l'adrénaline, et ce genre d'épuisement qui ne part pas sous la douche. J'ai adoré. En 2 ans, j'ai été nominé pour le titre d'infirmière de l'année au niveau du service. Je n'ai pas gagné, mais la nomination a attiré l'attention de quelqu'un qui allait changer ma trajectoire. Le docteur Marcus Webb était le médecin traitant de nos urgences, la quarantaine, calme sous la pression, le genre de médecin qui apprenait réellement le nom des infirmières. Il m'a prise à part un après-midi, entre 2 traumatismes, et a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, tu ne te contentes pas de traiter les patients, Shelby. Tu les vois. C'est rare. As-tu pensé à aller plus loin? Il parlait d'infirmière praticienne, d'un master, d'une autorité de pratique indépendante, de la capacité de diriger ma propre clinique un jour. C'était une voie que je n'avais pas envisagée, parce que personne ne m'avait jamais suggéré que j'en étais capable. Le docteur Webb a écrit ma lettre de recommandation. J'ai postulé pour une bourse à l'Ohio State. J'ai été accepté. Pendant ces années, je ne suis pas sorti avec quelqu'un. Pas une seule fois en 5 ans.
Ce n'était pas une décision consciente au début. J'étais trop occupé, trop fauché, trop concentré. Mais finalement, j'ai dû être honnête avec moi-même. Je ne faisais confiance à personne pour rester. Ma famille m'avait appris que l'amour était conditionnel, qu'il pouvait être révoqué en une seule soirée, et que les gens qui disaient « je serai toujours là » étaient souvent les premiers à partir. Ce genre de leçon ne se désapprend pas facilement. J'ai terminé mon diplôme d'infirmière praticienne en 2021, et presque immédiatement, une idée a germé, une idée qui grandissait tranquillement depuis la nuit où Diane Hollis m'a sorti d'une voiture glaciale, une clinique, gratuite, pour les personnes que personne d'autre ne traitait. Plus précisément, les anciens combattants sans abri, des hommes et des femmes qui ont servi ce pays et sont rentrés pour ne rien trouver. Des hommes comme mon père, s'il avait eu moins de chance. J'ai choisi cette population pour une raison très spécifique. Je savais ce que c'était que d'être abandonné par les personnes censées vous protéger. Et je ne voulais jamais que quelqu'un reste seul avec ce sentiment, comme je l'ai été. Je veux faire une pause ici une seconde. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà été le membre de la famille que personne ne croyait, je vous vois. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas, trop. Vous êtes juste honnête dans une pièce pleine de gens qui ne le sont pas. Maintenant, pensez-vous que mon père s'est déjà demandé s'il avait pris la mauvaise décision cette nuit-là? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, ce bouton d'abonnement aide vraiment. Maintenant, revenons où nous en étions. C'était la 8e année. J'étais en plein dans mon programme d'infirmière praticienne, effectuant des stages cliniques dans un cabinet de médecine familiale du côté de Columbus. Ma vie avait trouvé un rythme exigeant, épuisant, mais le mien. J'avais un appartement que je payais, une carrière que je construisais, un cercle de personnes qui étaient là sans condition. J'avais arrêté de penser au Bennett tous les jours. Ça arrivait moins souvent maintenant. Une lueur à l'anniversaire de ma mère, une douleur sourde autour de Thanksgiving, puis plus rien pendant des semaines. Puis Megan a appelé. Sa voix était bizarre. Pas paniquée. Prudente. Comme si elle choisissait chaque mot avant de le prononcer. Shell, j'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas si je devrais te le montrer. Elle avait transféré des données d'un ancien téléphone, son iPhone 5, celui qu'elle utilisait au lycée, vers un nouvel appareil. La migration a fait remonter des années de SMS qu'elle avait oubliées. Et enfoui dans une conversation avec Jocelyn, datée de novembre 2013, se trouvait un message auquel elle n'avait jamais prêté attention. Elle me l'a lu. Lol. J'ai déplacé mes affaires sur le bureau de Shelby juste à temps. Papa est sur le point de péter les plombs. Suivi d'un emoji qui rit. La voix de Megan s'est brisée. Je suis tellement désolé, Shell. Je n'ai même pas réalisé à l'époque. J'avais 19 ans, j'étais stupide, et je n'ai pas fait le lien. J'aurais dû. Je n'ai pas répondu tout de suite. La pièce était très silencieuse. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge sur le mur de ma cuisine. Envoie-le-moi, dis-je. Elle l'a fait. Une capture d'écran, horodatée, le nom de Jocelyn en haut, le texte dans une bulle grise, décontracté et souriant comme si elle racontait une blague. Lol. J'ai déplacé mes affaires sur le bureau de Shelby juste à temps. Mes affaires. Ses affaires. Sa drogue, dans mon bureau, exprès. 12 ans, Megan. J'avais 18 ans et je gelais sur un parking à cause d'un SMS avec un emoji qui rit. J'ai sauvegardé la capture d'écran. Je ne l'ai montré à personne. Je ne savais pas ce que j'en ferais, ni si j'en ferais quelque chose un jour. Je l'ai juste sauvegardé dans un dossier sur mon téléphone et j'ai fermé l'écran. Certaines vérités arrivent trop tard pour réparer quoi que ce soit. Mais elles arrivent quand même. Construire une clinique à partir de rien prend exactement le temps que vous pensez, plus 2 ans. J'ai passé 24 mois à rédiger des demandes de subventions, à assister à des réunions avec des conseils d'administration d'organisations à but non lucratif, à visiter des locaux commerciaux vacants avec des plafonds qui fuient. Et à apprendre un vocabulaire que je n'aurais jamais imaginé, dérogation de zonage, conformité 501, C, 3, structure de remboursement de Medicaid. Le docteur Webb a servi de conseiller médical. Diane m'a mise en contact avec un réseau de défense des anciens combattants avec lequel elle avait travaillé par l'intermédiaire de l'hôpital.
Une fondation régionale qui soutient les services de santé pour les anciens combattants nous a accordé notre subvention principale. Nous avons ouvert dans un ancien magasin sur Livingston Avenue. Je l'ai appelé la clinique communautaire Seconde Chance, des soins gratuits ou à échelle mobile pour les anciens combattants sans abri et sans assurance. Soins primaires, orientation en santé mentale, aide à l'obtention de médicaments sur ordonnance. Les bases, qui ne devraient pas être des luxes, mais qui le sont. Un journaliste du Columbus Dispatch a écrit un article. Puis NBC4 a fait un reportage de 3 minutes pour le journal du soir. Ils m'ont filmé en train de prendre la tension d'un patient, ce qui m'a semblé étrange. Je l'avais fait 10 000 fois, et soudain, il y avait une caméra. Le titre dans le dispatch disait « Une infirmière praticienne locale ouvre une clinique gratuite pour les anciens combattants sans abri à Franklin ». Je n'ai pas construit la clinique pour prouver à qui que ce soit qu'il avait tort. Je ne l'ai pas construite pour un titre de journal. Je l'ai construite parce que quelqu'un aurait dû être là pour moi le 14 novembre 2013. Et personne ne l'a été. Et je ne voulais jamais qu'une autre personne reste assise dans le froid, se demandant si quelqu'un viendrait. Je l'ai appelé Seconde Chance, non pas parce que je crois aux secondes chances. Je l'ai appelé ainsi parce que je sais ce que l'on ressent quand personne ne vous en donne une seule. L'article est paru un dimanche. Il a circulé localement, a été partagé quelques fois en ligne, et s'est estompé dans le cycle des nouvelles en une semaine. Mais il ne s'est pas estompé pour tout le monde. Quelque part à Dayton, Ohio, à 1 heure à l'ouest de Columbus, cet article est apparu sur un écran qu'il n'était jamais censé atteindre. Je ne le savais pas encore. Il y a une table de chevet dans mon appartement. En chaîne simple, d'occasion, un seul tiroir. À l'intérieur de ce tiroir, je garde 3 choses. Pas des souvenirs, pas des objets de famille. Des preuves. Des preuves d'une vie qui s'est déroulée avant celle-ci. La première est une photographie. Ma famille au parc d'attractions de Cedar Point, l'été de mes 12 ans. Nous 4. Le bras de ma mère autour de mes épaules. Jocelyn faisant le signe de la paix. Mon père plissant les yeux au soleil avec quelque chose qui aurait pu être un sourire. C'est la dernière photo où tout le monde est présent et personne ne fait semblant. La deuxième est un bracelet, une fine chaîne en argent avec une petite breloque en forme d'étoile. Ma mère me l'a offert pour mon 16e anniversaire. Elle l'a attaché autour de mon poignet et a dit, pour ma petite étoile. J'ai arrêté de le porter la nuit de mon départ, mais je ne l'ai pas jeté. La troisième est l'enveloppe, jaunie maintenant. 12 ans passés dans le noir font cet effet. Le sceau est toujours intact, toujours fermé, toujours intact. Et sur le devant, à l'encre noire et nette, d'une écriture que je connais aussi bien que la mienne, retour à l'expéditeur. Je ne relis pas la lettre. Je n'en ai pas besoin. Je me souviens de chaque mot. Papa, ce n'était pas moi. S'il te plaît, crois-moi. Je t'aime. Je veux juste rentrer à la maison. J'avais 18 ans. J'ai dépensé un timbre et chaque once de dignité qui me restait pour ces phrases. Il y a consacré 0 seconde. J'ai fermé le tiroir. Je suis allé au travail. C'est ce que j'ai fait. À ce stade, j'avais les 2 pièces, la lettre et la capture d'écran. 2 moitiés d'une vérité que personne n'avait demandé. Je ne suis pas allé chercher ma famille. Je n'avais aucune raison de le faire. Ma vie était pleine. Mon travail avait un sens. Les personnes qui comptaient étaient déjà dedans. Tout est resté calme pendant 12 ans. Puis un soir, j'ai ouvert LinkedIn sur mon canapé après un long service, j'ai fait défiler quelques demandes de connexion, et je me suis arrêté. Un message d'un nom que je n'avais pas vu depuis plus d'une décennie, Gerald A. Bennett. Il avait utilisé LinkedIn parce que j'avais bloqué son numéro il y a des années et que mon Facebook était privé. Mais LinkedIn, professionnel, public, était la faille dans le mur que je n'avais pas pensé à sceller. Le message était court, soigneusement formulé, le genre de structure de phrase qui suggérait qu'il l'avait écrit et réécrit plusieurs fois. Shelby, c'est ton père. J'ai vu un article sur ta clinique. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. J'aimerais qu'on parle. Tu manques à maman. Tu nous manques à tous. Je l'ai lu 3 fois. Mes mains n'étaient pas stables. Pas de peur, de colère. Le genre de colère lente et profonde qui vit sous tout, et ne fait surface que lorsque quelqu'un dit exactement la mauvaise chose,
exactement de la mauvaise manière. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Tu as toujours su. Toi, l'homme qui m'a dit que je ne valais pas la peine. L'homme qui a bloqué mon numéro, renvoyé ma lettre, et laissé son autre fille dormir dans mon lit, la même nuit où je dormais sur un parking. Toi, tu as toujours su que j'avais ça en moi. C'est ça, ton argument? J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai lacé mes chaussures de course, j'ai couru 8 kilomètres, je suis revenu, je me suis douché, je me suis assise sur le bord de mon lit, les cheveux mouillés et le pouls que je n'arrivais pas à calmer. J'ai appelé Diane. Il m'a trouvé. Une pause. Je l'ai entendu poser quelque chose. Une tasse, peut-être. Que veux-tu faire? Je ne sais pas encore. Alors ne fais rien pour l'instant. Je n'ai rien fait. Ni cette nuit-là. Ni le lendemain. Ni pendant 2 semaines complètes. Le message est resté dans ma boîte de réception comme une grenade que quelqu'un aurait doucement posée sur une étagère avant de s'en aller. Mais Gérald Bennett n'a jamais été un homme patient. Et au cours de ces 2 semaines, il a envoyé un autre message, un qui a tout changé. Le deuxième message était plus long, plus confiant, comme si mon silence était un accord. Je te le dis, Shelby, la famille adorerait avoir de tes nouvelles. Tante Gladys demande de tes nouvelles tout le temps. Ta mère n'arrête pas de parler de cet article. Jocelyn a demandé de tes nouvelles aussi. On pourrait peut-être organiser un appel. Je pense qu'il est temps. Jocelyn a demandé de tes nouvelles. Jocelyn, qui n'avait pas prononcé mon nom en 12 ans, demandait soudain de mes nouvelles. J'ai failli rire. Presque. J'ai appelé Megan. Qu'est-ce qui se passe avec mon père? Megan a soupiré. Le genre de soupir qui signifie « Je vais te dire quelque chose que tu ne vas pas aimer ». Shell, il montre cet article à tout le monde. Jean, tout le monde. Il l'a partagé sur Facebook. Il en a parlé au barbecue de Ron et Gladys le mois dernier. Il dit aux gens que tu as décidé de faire les choses par toi-même et que la famille t'a toujours soutenu à distance. J'ai posé mon café. Il a dit quoi? Il réécrit toute l'histoire. L'histoire de la drogue a disparu. Maintenant, tu étais indépendante. Tu voulais partir. Il a respecté ta décision. Il se comporte comme s'il t'avait lancé. Il m'a mise à la porte, Megan. Je sais. Il leur a dit que je me droguais. Je sais. Et maintenant, il dit qu'il m'a soutenu. Il a partagé l'article du Dispatch avec la légende « Moment de fierté de papa ». 61 j'aime. Je suis resté avec ça pendant un long moment. Mon père ne m'avait pas seulement abandonné. Il avait écrit l'histoire de ma vie 2 fois. Une fois comme un conte moralisateur, et une fois comme une histoire de succès. Et les 2 fois, il s'était donné le rôle du héros. La première version, nous avons fait tout ce que nous pouvions. La deuxième version, elle tient sa force de nous. Aucune des 2 versions n'incluait la vérité. Aucune des 2 versions n'incluait un parking gelé, une lettre retournée, ou un emoji qui rit. Il ne voulait pas que je revienne. Il voulait récupérer le récit, et il avait besoin de ma coopération pour finir de l'écrire. J'ai laissé passer 3 jours de plus. Je suis allé au travail. J'ai vu des patients. J'ai réapprovisionné les placards, j'ai vérifié les formulaires d'admission, et j'ai tout fait exactement comme avant. Mais sous tout ça, quelque chose montait. Pas la rage, pas la vengeance, juste la clarté. Le genre de clarté qui vient quand on se pose une question depuis 12 ans et que la réponse cesse enfin d'être compliquée. J'ai appelé Diane un mardi soir, je lui ai parlé du deuxième message, de la publication Facebook, du récit réécrit. Elle a écouté, puis a dit, tu ne lui dois rien. Mais si tu réponds, écris pour toi, pas pour lui. J'ai pensé à ce qui se passerait si je restais silencieuse. Gérald continuerait de raconter sa version à la famille. Tante Gladys, oncle Ron, chaque cousin est membre de la belle famille. Ils croiraient tous à l'histoire du père fier et de la fille indépendante. Je serais effacé 2 fois. Une fois quand il m'a mise à la porte, et une autre fois quand il a prétendu ne pas l'avoir fait. C'était la chose avec laquelle je ne pouvais pas vivre. Pas sa cruauté. J'y avais survécu. Sa révision.
L'idée qu'il puisse prendre 12 ans de ma souffrance et la reconditionner en une légende Facebook positive. Que ma vérité n'existerait jamais en dehors de ma propre tête. Je ne me suis pas assise pour écrire une lettre de vengeance. Je me suis assise pour dire la vérité. Il y a une différence, et elle est importante. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai créé un nouveau document, et j'ai commencé par la date, 14 novembre 2013. Ça m'a pris 3 heures. Pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je m'arrêtais sans cesse pour respirer. Chaque phrase était une porte que j'avais fermée il y a des années, et les ouvrir tout en même temps, c'était comme marcher à travers mes propres décombres. Quand j'ai eu fini, j'ai joint 2 fichiers, une photo de l'enveloppe, scellée, jaunie, retour à l'expéditeur, de sa main, et la capture d'écran de Megan. J'ai copié le texte dans une réponse LinkedIn, je l'ai lu une fois, je l'ai relu, et j'ai cliqué sur « Envoyer ». 23h47. J'ai fermé mon ordinateur portable, je suis allé me coucher, je n'ai pas dormi. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Mais je savais une chose, quel que soit le sentiment de Gérald Bennett en lisant ce message, ce n'était plus mon fardeau à porter. J'avais rendu la vérité à la personne qui l'avait créée. Voici ce que j'ai écrit. Je vais vous le lire, exactement comme je l'ai envoyé, parce que vous méritez la version complète. Papa, tu as dit que je ne valais pas la peine. Voici ce qui s'est passé après que tu aies pris cette décision. 14 novembre 2013, -3 degrés Celsius. Tu m'as dit de faire mes affaires. Tu n'as pas demandé si la drogue était à moi. Tu ne m'as pas laissé parler. Tu as montré la porte et je l'ai franchie, avec mes vêtements dans un sac poubelle. 14 novembre, première nuit. Je me suis garé sur le parking du Walmart de la route 35. Le chauffage était cassé. J'ai mis un sweat à capuche sur mes jambes et je n'ai pas dormi. 15 novembre, deuxième nuit, le parking de la bibliothèque. Un gardien de sécurité a frappé à ma fenêtre à 3 heures du matin. Il m'a demandé si j'allais bien. Cet homme, un parfait inconnu, a été la première personne à prendre de mes nouvelles en 48 heures. Pas toi, pas maman, pas Jocelyn. 16 novembre, troisième nuit. Je t'ai appelé. Bloqué. J'ai appelé maman. Pas de réponse. J'ai appelé Jocelyn. Messagerie vocale. 3 contacts. 3 silences. À 23 heures, j'ai appelé mon amie Rachel. Sa mère, Diane Hollis, a conduit 32 minutes à travers la ville, jusqu'à un parking de bibliothèque, pour récupérer ta fille. Elle m'a trouvée tremblante, les lèvres violettes et les doigts blancs. Elle est infirmière. Elle a reconnu un début d'hypothermie quand elle l'a vu. La mère d'une inconnue m'a sauvé la vie. La mienne n'a pas répondu au téléphone. Décembre 2013, 2 semaines après que tu m'aies mise à la porte, je t'ai écrit une lettre, à la main. Je t'ai dit que la drogue n'était pas à moi. Je t'ai dit que je t'aimais. Je t'ai dit que je voulais juste rentrer à la maison. Tu l'as renvoyée, sans l'ouvrir. Ton écriture. Retour à l'expéditeur. Tu n'y as pas consacré une seconde. Tu as dit à la famille que j'avais un problème de drogue. Tu leur as dit que j'avais choisi la rue. Tu as réécrit ma vie pour pouvoir dormir la nuit. C'était la première partie. Mais ce n'est pas la partie qui l'a brisée. Le message continuait. Voici ce que tu as manqué, papa. Tout. Chaque étape importante. Chaque moment où tu n'étais pas là, non pas parce que tu ne le pouvais pas, mais parce que tu as choisi de ne pas y être. 2014, j'ai obtenu mon jet en faisant des doubles services au comptoir d'une pharmacie. Personne n'a applaudi. Personne n'a pris de photos. Je suis rentré chez moi et j'ai étudié pour le prochain examen. 2015, j'ai commencé l'école d'infirmière au Columbus State. J'ai payé avec des prêts fédéraux et un deuxième emploi à débarrasser des tables dans un dîner. Tu as payé l'intégralité des études d'art de Jocelyn. Elle a abandonné en 3e année. 2017, j'ai obtenu mon diplôme. Summa cum laude. 4 personnes étaient dans le public. Une femme qui ne me devait rien, sa fille, et 2 collègues d'un restaurant. Tu n'en faisais pas partie. Maman n'en faisait pas partie. J'ai traversé cette scène seule. 2019, j'ai terminé mon programme d'infirmière praticienne à l'Ohio State.
J'ai traité mon premier patient de manière indépendante un lundi après-midi. En rentrant, j'ai pris mon téléphone pour appeler quelqu'un. La personne que je voulais appeler, c'était toi. J'ai reposé le téléphone. 2021, j'ai ouvert une clinique gratuite pour les anciens combattants sans abri. Le genre d'homme avec qui tu as servi, papa. Le genre d'hommes qui sont revenus de la guerre et ont découvert que les personnes qui étaient censées être là étaient déjà passées à autre chose. Je l'ai appelé seconde chance. Non pas parce que je crois aux secondes chances, mais parce que je sais ce que l'on ressent quand personne ne vous en donne une. 2025, tu m'as retrouvé en ligne. Tu as dit, j'ai toujours su que tu avais ça en toi. Tu ne savais pas. Tu n'étais pas là. Savoir exige une présence, papa. Tu as été absent pendant 12 ans. Tu n'as pas seulement manqué ma vie. Tu as fait ce choix. J'ai fait une pause, j'ai repris mon souffle, puis j'ai écrit la dernière section, celle avec les pièces jointes. Une dernière chose, papa. Tu m'as mise à la porte parce que tu as trouvé de la drogue dans mon bureau. Je t'ai dit que ce n'était pas à moi. Tu ne m'as pas cru. Tu n'as même pas posé la question. Ce n'était jamais à moi. J'ai joint une capture d'écran. C'est un SMS de Jocelyn à une amie commune, daté de novembre 2013, le mois même où tu m'as mise à la porte. Il dit, LOL. J'ai déplacé mes affaires sur le bureau de Shelby juste à temps. Papa est sur le point de péter les plombs. Suivi d'un emoji qui rit. Ton enfant modèle a mis sa drogue dans le tiroir de mon bureau et s'est tenu dans le couloir, te regardant me mettre à la porte. Elle a mesuré la fenêtre de ma chambre pour de nouveaux rideaux avant que j'aie fini de remplir un sac poubelle. Et puis elle a passé 12 ans à jouer la fille loyale pendant que je dormais dans une voiture. J'ai également joint une photo de la lettre, celle que je t'ai envoyée 2 semaines plus tard, scellée, non ouverte, ton écriture sur le devant, retour à l'expéditeur. Ta fille de 18 ans a écrit, je t'aime. Je veux juste rentrer à la maison. Et tu l'as renvoyé comme un prospectus. J'ai gardé les deux, non pas comme des armes, mais comme des preuves. La preuve que j'ai essayé, et que tu ne l'as pas fait. Je n'écris pas ça pour te blesser. J'écris ça parce que tu as demandé à renouer le contact. Et je pense que tu devrais savoir avec quoi tu renoues. Pas la version que tu as racontée à la famille. Pas le moment de fierté de papa que tu as posté sur Facebook. La vraie version. Je ne te déteste pas, papa, mais je ne peux pas te donner les retrouvailles que tu cherches. Tu ne cherches pas à me contacter parce que je te manque. Tu le fais parce que mon nom était dans le journal et que tu as besoin d'une nouvelle histoire à raconter. Je ne serai pas ton histoire. Je suis la mienne. Shelby. C'était la réponse, chaque mot. Je l'ai envoyé à 23h47 un mardi soir et j'ai fermé mon ordinateur portable. Je ne savais pas quand il la lirait. Je ne savais pas comment il réagirait. Je ne l'ai appris que plus tard, par Megan, par Gladys, par la chaîne lente et décousue des gens qui ont été témoins de ce qui a suivi. Voici ce qu'on m'a raconté. Gérald a lu le message dans le salon. Patricia était dans la cuisine. Il était assis dans son fauteuil inclinable, le même depuis 20 ans, faisant défiler LinkedIn sur son téléphone. Il a ouvert ma réponse, s'attendant, j'imagine, à quelque chose de chaleureux, de reconnaissant, quelque chose qui confirmait l'histoire qu'il racontait. Il l'a lu en silence. Patricia a dit qu'elle n'a rien entendu. Aucune réaction, aucun hoquet de surprise, aucune injure, juste le calme, puis le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre et se ferme. Elle a regardé par la fenêtre de la cuisine. Gérald a traversé la cour, a ouvert la portière conducteur de son camion, un Ford F-150 bleu, autocollant du corps des marines sur le pare-chocs arrière, et s'est assis derrière le volant. Il n'a pas démarré le moteur. Il n'a pas allumé les phares. Il est juste resté assis là. Patricia a attendu 10 minutes, puis 20. Elle a mis son manteau et est sortie avec un verre d'eau. Elle a tapé à la vitre. Il n'a pas ouvert la porte. À travers la vitre, elle pouvait l'entendre. Il pleurait. Pas le genre de pleurs discret. Pas le genre de pleurs stoïques et maîtrisés que l'on attendrait d'un homme qui a bâti son identité sur la discipline et le contrôle. Le genre qui secoue les épaules. Le genre qu'on ne peut pas arrêter. Elle est restée dehors, près de ce camion, pendant un long moment. Finalement, elle est rentrée. 1 heure plus tard, 1 heure entière, Gérald est rentré par la porte d'entrée.
Ses yeux étaient enflés. Il n'a pas dit un mot. Il a posé son téléphone sur la table de la cuisine, ouvert sur mon message, et l'a poussé vers Patricia. Lis. Elle a lu. Puis elle a pleuré aussi. Gérald s'est assis en face d'elle. Et pour la première fois, selon ce que Meghan a entendu plus tard de Gladys, il a posé la question qu'il aurait dû poser 12 ans plus tôt. Savais-tu pour Jocelyn? Patricia a secoué la tête. Gérald a pris son téléphone et a appelé Jocelyn. Elle n'a pas répondu. Il a rappelé. Messagerie vocale. Il a appelé une troisième fois, une quatrième. Elle n'a jamais décroché. Le lendemain matin, il est allé à son appartement. C'était tout. C'était la réponse. Si vous êtes toujours là, sincèrement, merci. Maintenant, voici ma question. Pensez-vous que les larmes de mon père étaient pour moi, ou pour lui-même? Parce que j'y ai réfléchi pendant longtemps, et je n'ai toujours pas de réponse claire. Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous touche de près, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Voici ce qui s'est passé ensuite. Je n'étais pas là pour ce qui s'est passé à l'appartement de Jocelyn. Tout ce que je sais vient de Meghan, qu'il a entendu de Patricia, qu'il a entendu de Gérald. Une chaîne de voix relatant le moment où une famille s'est fissurée le long d'une faille qui était là depuis 12 ans. Gérald s'est rendu chez Jocelyn le lendemain matin, tôt, avant 8 heures. Il a frappé à la porte si fort que son voisin a ouvert la sienne en premier. Jocelyn a répondu en peignoir. « Papa, qu'est-ce qui se... » Il a brandi son téléphone, la capture d'écran à l'écran. « C'est vrai, ça ?» Elle a regardé. Son expression a fait quelque chose de compliqué. Un éclair de reconnaissance, puis le masque qui se met en place. C'est sorti de son contexte. Ta sœur a dormi dans une voiture pendant 3 nuits en novembre à cause de toi. C'est toi qui l'as mise à la porte, pas moi. Tu as raison. Je l'ai fait, parce que je t'ai cru. Ça a fait mouche. On pouvait le voir, a dit Patricia, parce que Jocelyn n'avait pas de réplique. Pour la première fois de sa vie, le script était épuisé. Gérald n'a pas crié. Il n'a rien claqué. Sa voix, a dit Patricia, était la plus basse qu'elle ne l'ait jamais entendue. Et c'était en quelque sorte pire. N'appelle pas à la maison pendant un moment. Il s'est retourné et est retourné à son camion. Sans se retourner. Jocelyn est resté dans l'encadrement de la porte. On m'a dit qu'elle a appelé Patricia dans l'heure, en sanglots. Ne s'excusant pas, n'expliquant pas, mais jouant la comédie. Papa m'attaque à cause de Shelby. C'est tellement injuste. Je n'arrive pas à croire que vous preniez tous son parti. Ma mère, la femme qui avait passé 25 ans à choisir le silence, a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit auparavant. Non, il souffre à cause de ce que tu as fait. Et moi aussi. Et puis elle a raccroché. Meghan m'a dit que les mains de Patricia tremblaient quand elle a posé le téléphone, mais elle l'a posé, et elle ne l'a pas repris. La vérité s'est propagée dans la famille comme la vérité le fait toujours quand elle a été retardée. Rapidement, de manière désordonnée, et sans la permission de personne. Gérald a appelé Gladys cette même semaine. Sa sœur cadette, celle qui m'avait appelé une fois, il y a des années, et avait cru sa parole plutôt que la mienne. Il lui a tout raconté, la capture d'écran, la lettre, le parking, l'hypothermie. Gladys est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, tu as laissé cette fille dormir dans une voiture, Gérald. C'était une enfant. Je sais. Et tu m'as dit qu'elle se droguait. Je sais. Gladys a raccroché et m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Son numéro avait été absent de mon téléphone pendant plus d'une décennie, et le voir m'a semblé être une hallucination. Mais j'ai décroché. Ma chérie, sa voix était épaisse. Je suis désolé. J'aurais dû vérifier. J'aurais dû te le demander directement. Je l'ai cru sur parole, et je n'aurais pas dû. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai fixé le mur d'en face. Une petite fissure courait le long de la plainte, que je devais réparer depuis des mois. Tu as cru ce qui était plus facile à croire, tante Gladys. Oui, et j'en ai honte. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas grave, parce que ça ne l'était pas. Mais je n'ai pas raccroché non plus.
Oncle Ron a complètement coupé les ponts avec Jocelyn. Pas d'annonce, pas de drame. Il a juste arrêté de répondre à ses messages. Un de mes jeunes cousins a posté quelque chose de vague sur les réseaux sociaux. Le sang ne signifie pas la loyauté, et j'ai su que l'onde de choc avait atteint les bords. Jocelyn a posté sa propre réponse sur Instagram 3 jours plus tard. Parfois, la famille est la chose la plus toxique de votre vie. Pas de contexte, pas de nom, juste le genre de phrase qui sonne profonde jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle a été écrite par la personne qui a causé la toxicité. Personne n'a réagi. Pas un seul j'aime, pas un seul commentaire. Et je sais que cela peut sembler satisfaisant. La méchante qui reçoit son dû. Mais je veux être honnête, je ne me suis pas sentie triomphante. C'était lourd. Regarder une famille se défaire au ralenti n'est pas une victoire. C'est juste ce qui arrive quand la vérité se pointe avec 12 ans de retard et qu'il n'y a plus d'endroit propre où la mettre. Une semaine après la confrontation avec Jocelyn, mon père m'a envoyé un email. Pas par LinkedIn cette fois, par l'adresse de contact public de ma clinique, celle indiquée sur notre site web pour les demandes de rendez-vous et les actions communautaires. Il l'avait trouvé comme n'importe qui. Il l'a tapé dans le champ des demandes générales, comme un étranger. Shelby, j'ai lu ton message cette fois. J'ai lu la lettre, celle que j'ai renvoyée. Ta mère a trouvé une copie du brouillon dans ton ancien bureau, dans la chambre que j'ai laissée à ta sœur. J'ai lu chaque mot. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne vais pas donner d'excuses, car il n'y en a aucune qui tienne. J'avais tort sur toute la ligne. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin que tu le saches. Je t'entends maintenant. Je l'ai lu à ma table de cuisine après une garde de 10 heures, avec un bol de soupe de la veille qui refroidissait devant moi. Je n'ai pas répondu ce soir-là, ni le lendemain. Il m'a fallu 4 jours, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je voulais le dire correctement, sans cruauté, sans mise en scène, sans aucune porte ouverte plus largement que je ne pouvais le supporter. Merci de m'entendre. C'est plus que ce que j'ai eu il y a 12 ans. Je ne vais pas prétendre que tout va bien. Ce n'est pas le cas. Je ne te déteste pas, mais je ne peux pas te faire confiance. Pas encore. Peut-être jamais. Si tu veux une quelconque relation avec moi, cela commence par la prise de responsabilité. Pas un email, pas une excuse, mais des années de cela. Et cela commence par le fait que Jocelyn admette ce qu'elle m'a fait, directement. D'ici là, j'ai besoin d'espace. S'il te plaît, respecte ça. 2 semaines de silence, puis 3 mots. Je comprends. La même semaine, ma mère a envoyé son propre message, séparé de celui de Gérald. Ses propres mots, pour la première fois en 12 ans. J'aurais dû être ta mère d'abord, et sa femme ensuite. Je passerai le reste de ma vie à essayer de regagner cela. Je l'ai lu 2 fois, j'ai fermé mon ordinateur portable, et je suis allé faire une longue marche dans le noir. 2 mois après la réponse, la clinique était prête pour son inauguration officielle. Nous fonctionnions discrètement depuis un certain temps, voyant des patients, construisant des réseaux de recommandations, approvisionnant les étagères de la pharmacie. Mais c'était l'événement formel. Coupure de ruban, couverture médiatique, participation de la communauté. Le genre de journée pour laquelle j'avais travaillé pendant 2 ans. La liste des invités s'est faite toute seule. Megan, Rachel, Diane, le docteur Webb, des collègues de l'hôpital, des représentants de la Fondation des anciens combattants, un journaliste du Dispatch qui avait couvert notre lancement, une équipe de NBC4 venue filmer, plus de 40 anciens combattants que nous avions déjà servis. Dont certains que j'avais traités personnellement. Je n'ai pas invité mon père. Je n'ai pas invité ma mère. Je n'ai pas invité Jocelyn. Mais tante Gladys a appelé la semaine d'avant. Je peux venir? Je n'ai pas hésité. Bien sûr, tante Gladys. Elle a fait une pause. Je sais que je ne mérite pas d'être là. Il ne s'agit pas de mériter. Tu as demandé. C'est suffisant. La nuit précédant l'événement, je me suis assise à la clinique après que tout le monde soit parti, vérifiant la liste d'installation, des chaises en rangée, un podium près de l'entrée, une bannière accrochée bien droite. Diane m'avait aidé à écrire le discours. Je l'avais répété dans ma voiture toute la semaine, ce qui est exactement aussi glamour que ça en a l'air. Elle m'a appelé ce soir-là. Comment te sens-tu?
nerveuse. Pour le discours, pour tout ça. Elle est restée silencieuse un moment. Dis-leur pourquoi tu l'as construite. Ce sera suffisant. J'ai dormi 3 heures cette nuit-là. Je me suis réveillé à 5 heures. J'ai mis le chemisier blanc que j'avais acheté pour l'occasion. Rien de chic, juste propre et repassé. J'ai passé mon stéthoscope autour de mon cou parce que ça me semblait juste, et j'ai conduit jusqu'à la clinique à l'aube. Quand je suis arrivé sur le parking à 7 heures du matin pour les dernières vérifications, il n'y avait pas encore d'autres voitures. Le soleil se levait juste au-dessus des toits de Livingston Avenue. La bannière ondulait dans une légère brise. Puis à 8h15, j'ai jeté un coup d'œil à l'autre bout du parking. Un camion. Ford F-150 bleu, autocollant du corps des marines sur le pare-chocs arrière. Mes mains se sont arrêtées. Il était déjà là. Je ne suis pas allé au camion. Je suis entré et j'ai fini de m'installer. À 10 heures, le parking était plein. Des anciens combattants en vestes usées, debout à côté de journalistes avec des badges de presse. Des travailleurs sociaux avec qui j'avais collaboré, des responsables locaux du bureau de la conseillère municipale. Rachel, dans une robe d'été, tenant un bouquet qu'elle avait apporté sans me le dire. Diane, dans son plus beau cardigan, les yeux déjà brillants, et nous n'avions même pas commencé. Le docteur Webb a parlé en premier, brièvement, de manière mesurée. Il a parlé du manque de soins de santé pour les anciens combattants, et de la façon dont l'entêtement d'une personne il m'a regardé en le disant et la foule à Rio pouvait déplacer des montagnes. Puis Diane a coupé le ruban. Ses mains tremblaient sur les ciseaux, et quand le tissu rouge est tombé, elle a pressé ses doigts sur ses lèvres et s'est détournée un instant. Puis c'était mon tour. Je me suis approché du microphone. Une quarantaine de visages. Certains d'entre eux avaient dormi dehors la semaine dernière. Certains étaient ici parce que cette clinique était le premier endroit qui ne leur avait pas demandé de prouver qu'ils méritaient de l'aide. Il y a 12 ans, dis-je, j'ai dormi dans une voiture sans personne à appeler. Aujourd'hui, je me tiens ici pour m'assurer que personne dans cette salle ne se sente jamais aussi seul. J'ai pris une profonde inspiration. Cette clinique ne concerne pas les secondes chances pour moi. Elle concerne les premières chances pour les personnes que ce pays a oubliées. Je n'ai pas mentionné les Bennett. Pas un mot, pas une allusion. Ce jour n'était pas à leur sujet. La foule a applaudi. Diane pleurait à chaudes larmes. Gladys se tenait au deuxième rang, serrant son sac à main, des larmes coulant sur son visage. Et à travers la foule, au-delà des journalistes et des anciens combattants sur les chaises pliantes, je l'ai vu. Gérald, debout au bord du parking, casquette de baseball baissée, les mains dans les poches de sa veste, sans s'approcher. Nos regards se sont croisés, juste une seconde, à travers 12 mètres de béton et 12 ans de silence. Je ne me suis pas approché de lui. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai hoché la tête une fois, un petit signe. Il a répondu de la même manière. Puis il est resté là quelques minutes de plus, pendant que la foule entrait pour la visite. Et puis il est monté dans son camion, a démarré le moteur, et est parti. Après la visite, après les photos, après la dernière poignée de main et le dernier merci, la clinique s'est vidée. Rachel est partie avec une étreinte qui a duré 30 secondes. Le docteur Webb m'a serré la main et a dit, « Tu as bien travaillé, gamine », ce qui, venant de lui, était l'équivalent d'une ovation debout. Megan m'a envoyé une rangée d'émojis cœur et une note vocale qui n'était que ses pleurs. Gladys m'a pris le visage entre ses deux mains avant de partir. « Tu viens chez moi pour Noël. Tu m'entends? Je fais la tarte au pacane et personne ne dit non à ma tarte au pacane. » J'ai ri, j'ai vraiment ri, pour la première fois de la journée. Puis il n'y avait plus que Diane et moi. Nous nous sommes assis sur le banc en métal devant l'entrée. La bannière était toujours là. Quelques programmes égarés voletaient sur le sol. Le soleil se couchait derrière le centre commercial de l'autre côté de la rue, et la lumière rendait tout ambré. « Il est venu » dis-je. « Oui. » « Je ne sais pas quoi faire de ça. » Diane n'a pas répondu tout de suite. Elle a joint ses mains sur ses genoux, les mêmes mains qui avaient enroulé une couverture autour de moi sur un parking de bibliothèque il y a 12 ans. « Tu n'as rien à faire avec ça, dit-elle. C'est à lui de le porter maintenant. » Et assise là, dans la lumière déclinante, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. Pendant 12 ans,
j'avais porté la vérité comme un poids attaché à mon dos. La lettre, la capture d'écran, les parkings, le silence, tout ça. La réponse n'était pas une vengeance. C'était moi, rendant le poids à la personne qui l'avait créé. Tiens, c'est à toi. J'ai fini de le porter pour toi. Pour la première fois en 12 ans, je me suis sentie légère. Pas parce que mon père a pleuré dans son camion. Pas parce que Jocelyn a été démasqué. Pas parce que la famille savait enfin. Mais parce que je ne portais plus la vérité seule. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, les bénévoles avaient laissé une carte sur mon bureau. 43 signatures, anciens combattants, personnel, amis. À l'intérieur, quelqu'un avait écrit « Vous nous avez donné un endroit où nous sentir à notre place ». Sur la table de la réception, il y avait une enveloppe, sans nom. À l'intérieur, $500 en espèces et un bout de papier, pour la clinique. Je l'ai mis dans la boîte à dons. Pas d'exception, pas de traitement de faveur, juste une autre contribution à un lieu qui existait parce que quelqu'un avait un jour décidé qu'une fille sur un parking ne valait pas la peine. Je ne vais pas me tenir ici et vous dire quoi apprendre de mon histoire. Je ne pense pas que ce soit mon rôle de vous donner une leçon. Mais je peux vous dire ce que j'ai appris en la vivant. Je ne raconte pas cette histoire pour que vous détestiez mon père. Gerald Bennett était un homme guidé par la peur. Il a perdu un frère d'armes à cause de la toxicomanie après la guerre du Golfe, il a vu un homme en qui il avait confiance se détruire, une dose à la fois. Cette peur s'est nichée en lui et n'est jamais partie. Quand il a senti quelque chose dans la maison et trouvé un sachet dans le bureau de sa fille, toutes les alarmes de son corps se sont déclenchées en même temps. Il ne réfléchissait pas. Il réagissait à un fantôme d'il y a 30 ans. Il avait tort. Il avait tort de manière catastrophique, impardonnable. Mais je comprends le mécanisme qui l'a fait avoir tort, et cela compte pour moi. Je ne raconte pas non plus cette histoire pour que vous vous apitoyiez sur mon sort. J'ai une carrière, une clinique, une vie dont je suis fier. Je l'ai construite de mes propres mains, sur des fondations posées par des gens qui m'ont choisi quand ma propre famille ne l'a pas fait. Ce n'est pas une tragédie. C'est de la résilience. Ce que je veux que vous reteniez, si quoi que ce soit, c'est ceci, vous avez le droit de fixer une limite sans avoir à écrire une justification de 5 pages. Vous avez le droit de dire, ce n'est pas normal, même quand tout le monde autour de vous a accepté de prétendre que ça l'est. Et vous avez le droit de refuser des retrouvailles conçues pour profiter aux personnes qui vous ont blessé, et non à la personne qui a été blessée. Le pardon est une porte. C'est à moi de décider quand, et si, je l'ouvre. Et personne, peu importe combien ils pleurent, peu importe combien de mails ils envoient, n'a le droit de l'enfoncer. Ce n'est pas de l'amertume. C'est juste savoir où je finis et où il commence. Cela fait un peu plus d'1 an que j'ai envoyé cette réponse. La clinique se porte bien. Nous servons plus de 200 anciens combattants par mois maintenant. Nous avons ajouté un thérapeute à temps partiel et un navigateur de prestations qui aide les gars à déposer leurs demandes auprès des anciens combattants. Le trimestre dernier, nous avons obtenu une subvention pour prolonger nos heures le samedi. Ce n'est pas un travail glamour. La plupart du temps, ce sont des contrôles de tension artérielle, des renouvellements de médicaments, et de longues conversations avec des gens qui ont juste besoin que quelqu'un s'assoie avec eux pendant 10 minutes. Mais c'est la chose la plus importante que j'ai jamais faite. Je vois quelqu'un. Il s'appelle Kyle. Il est pompier. Nous nous sommes rencontrés à une foire de la santé communautaire. Il tenait le stand de sécurité incendie à côté de la table de notre clinique. Et nous nous sommes disputés pour savoir si les mannequins de RCR sont flippants. Il est gentil, stable, et il n'essaie pas de me réparer. Quand je lui ai raconté toute cette histoire, il n'a pas dit « tu devrais leur pardonner ». Il a dit « de quoi as-tu besoin ?» Et j'ai su. Mon père envoie un email une fois par mois, des messages courts, sans jamais insister. Parfois, c'est une question sur la clinique. Parfois, c'est juste « je pense à toi ». Je réponds à environ la moitié d'entre eux. Nous ne nous sommes pas vus depuis l'inauguration. Notre relation, si on peut l'appeler ainsi, est comme celle de 2 étrangers essayant de se souvenir d'une langue qu'ils partageaient autrefois. Maladroite, prudente, incertaine. Ma mère et moi nous voyons tous les 2 ou 3 mois, toujours dans un café, jamais à la maison des Bennett. Elle a commencé à voir un thérapeute, sa première fois à 62 ans.
Nous parlons de petites choses. Nous ne sommes pas encore prêtes pour les grandes. Jocelyn ne s'est pas excusé, n'a pas pris contact, n'a rien reconnu. Je ne l'attends pas. Certaines personnes n'arrivent jamais à la vérité, peu importe avec quelle clarté vous la leur présentez. Diane est toujours ma famille. Elle le sera toujours. Elle déteste l'expression « seconde maman ». Et chaque fois que je l'utilise, elle dit « je ne suis la seconde de rien. Je suis juste quelqu'un qui a répondu au téléphone. » Mais elle sourit en le disant. Et moi aussi. Une dernière chose. Il y a quelques mois, j'ai découvert que ma mère, en utilisant son ancien faux compte Facebook, celui que Jocelyn utilisait pour la faire chanter, avait soumis une nomination anonyme pour le prix de l'infirmière de l'année de l'Ohio. Elle avait tapé une lettre sur mon travail, ma clinique, mes patients. Elle l'a soumise sous un nom que je ne reconnaissais pas. Je n'ai pas gagné. Mais j'ai lu le formulaire de nomination après qu'une collègue me l'ait transféré, et j'ai reconnu sa voix dans chaque phrase. Hésitante, prudente, pleine d'amour. Elle ne savait toujours pas comment le livrer en personne. Elle essaie de la seule manière qu'elle connaisse. Ce n'est pas suffisant. Mais je le vois. J'ai toujours la Honda, la Civic de 2003 avec le chauffage défaillant. Elle n'a pas roulé depuis des années. La batterie est morte. Les pneus sont à plat. Il y a une buée permanente à l'intérieur du pare-brise qui, je pense, ne partira jamais. Elle est garée sur le parking arrière, derrière la clinique, coincée entre une benne à ordures et la clôture. Et chaque personne de mon équipe m'a demandé au moins une fois pourquoi je ne la mettais pas simplement à la casse. Je la garde parce que j'en ai besoin là. Les jours difficiles, et il y a encore des jours difficiles, même maintenant, je fais le tour par l'arrière, je pose ma main sur le capot, et je reste là 1 minute. Le métal est froid, ou chaud, selon la saison. Et dans tous les cas, cela me ramène directement à la fille sur le parking du Walmart, au sweat à capuche drapé sur ses jambes, au givre sur le pare-brise, au silence de son téléphone, et au moins 3 degrés Celsius qui ont failli l'emporter. Elle avait 18 ans. Elle était terrifiée, et elle était complètement, totalement seule. Elle méritait d'être sauvée. Et parce que personne n'est venu, elle s'est sauvée elle-même. Si vous êtes dans cette voiture en ce moment, littéralement ou non, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'avez besoin de personne pour vous ouvrir la porte. Vous avez juste besoin de trouver la personne qui dira « tu es en sécurité maintenant ». Et si vous ne trouvez pas encore cette personne, alors soyez cette personne pour vous-même. Parce que vous le pouvez. Je sais que vous le pouvez. J'en suis la preuve. Mon père m'a dit que je ne valais pas la peine. 12 ans plus tard, 200 anciens combattants par mois franchissent mes portes parce que quelqu'un a décidé qu'ils en valaient la peine. Je m'appelle Shelby Bennett. J'ai 30 ans, et j'ai toujours valu la peine. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Si cette histoire vous a rappelé la vôtre, ou celle de quelqu'un que vous aimez, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Elle pourrait atteindre la personne qui en a besoin ce soir. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Que auriez-vous écrit dans cette réponse? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et il y a une autre histoire dans la description avec laquelle je pense que vous vous connecterez. Cliquez dessus avant de partir. Et souvenez-vous, vous valez toujours la peine.